Je vous laisse en compagnie de Marc. Merci Violaine de ton invitation. Je suis très honoreux d'être parmi vous à Caen. Voilà, donc c'est une présentation dont je vais assumer le parti pris, un parti pris nécessaire, mais voilà, c'est sur les médicaments, sur les limites des médicaments. Alors les médicaments et l'industrie pharmaceutique, on est reconnaissant de l'industrie pharmaceutique. Hein. Sans les médicaments, on serait des médecins aux mains nues, y compris les chirurgiens. Simplement, voilà, il faut aussi être critique par rapport aux médicaments, notamment dans la douleur chronique, sans pour autant verser dans le complotisme et le big pharma. Donc c'est un peu cet équilibre auquel je vais essayer de me... Alors voilà, bien sûr, mes liens d'intérêt. Là, vous pouvez les retrouver sur transparence.gouv, là, comme pour tous les médecins. Alors, j'ai commencé par une devinette. Savez-vous quel a été le livre préféré de Barack Obama en 2021 ? Voilà, The Empire of Pain. Donc, ça a été un best-seller aux États-Unis. C'est un livre que je vous recommande. Hein. C'est un pavé de 600 pages qui se lit comme un thriller, qui relate l'histoire d'une saga, la saga de la famille Sackler aux États-Unis, qui a bâti un empire colossal. C'est une des premières fortunes aux États-Unis et donc au monde, déjà sur le Valium et ensuite sur l'oxycodone. Et ce livre est passionnant parce qu'en fait, il va décrypter la façon dont on a pu en fait arriver à cette fortune colossale et également à cette pandémie terrible qui sévit aujourd'hui aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a eu les cabinets de conseil qui ont conseillé cette famille, la famille Sackler. Là, actuellement, il y a un procès avec McKinsey à plus de 500 millions de dollars. McKinsey va payer 500 millions de dollars pour effacer un petit peu l'ardoise de leur conseil auprès de la famille Sackler, auprès de Purdue Pharma, depuis qu'il a été mis en liquidation. C'est aussi, ce livre décrypte l'importance de la communication, des éléments de langage. Comment on est venu à parler d'opiophobie. En fait, les médecins qui n'utilisaient pas l'opium, on leur a fait comprendre qu'ils étaient opiophobes. Les médecins qui n'utilisaient pas l'opium, qui n'utilisaient pas la morphine, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas dans le bon soin, que leur comportement n'était pas éthique. On leur a fait comprendre aussi qu'il n'y avait pas de médicaments addictifs. Il y avait seulement des patients sujets aux addictions. Donc ce livre en fait décrit tous les éléments de langage qui ont été mis en place pour en fait promouvoir les morphiniques. L'influence aussi des leaders d'opinion. Il y a eu un scandale en Italie, mais pas que, avec un médecin italien dont le nom, le yacht, c'était le Passimafi. En fait, un médecin italien qui a été grassement payé par Purdue Pharma. Et le marketing aussi, la place du marketing, d'un marketing assez agressif. Bon, heureusement, en France, on est un petit peu mis à l'abri de ça, mais aux États-Unis, ça a été des spots à la télé sur la lombalgie, sur la fibromyalgie, sur les douleurs neuropathiques traitées par opioïdes. Ça a été un martelage pendant quasiment 10 ans, qui vont conduire au drame que vous connaissez. Et puis aussi une stratégie mondiale. Ça ne va pas concerner seulement les États-Unis, mais ça va remonter jusqu'à l'OMS. À l'OMS, il y a eu un article qui est paru récemment. En fait, ils ont rétracté leurs recommandations sur certains antalgiques parce qu'ils se sont aperçus que les recommandations de l'OMS avaient été en fait faites sous l'influence de certaines firmes pharmaceutiques. Tout ça, c'est documenté, c'est publié, c'est repris dans ce bouquin. Et puis, la stratégie mondiale, c'est aussi, quand le business n'est plus possible aux États-Unis, c'est, comme ça a été le cas avec les cigarettiers, qui se sont pris des procès colossaux, en fait, on essaye de trouver des relais de croissance ailleurs dans le monde. Et donc, il y a une stratégie aussi pour retrouver le business qu'on ne peut plus faire aux États-Unis, le faire dans d'autres
dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Au bout du compte, ça rapportait pour une seule molécule, en bénéfice, hein, je ne vous parle pas du chiffre d'affaires, 35 milliards de dollars pour une seule molécule, l'oxycodone. Ça rapportait à Purdue Pharma 35 milliards de dollars. Pour une comparaison, je crois que c'est le chiffre d'affaires de Medtronic en un an. Le chiffre d'affaires. Là, on parle du bénéfice pour une seule molécule. Et au bout du compte, c'est 500 000 morts depuis 25 ans, c'est-à-dire plus que tous les morts américains de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'équivalent d'un A380 qui se cracherait tous les 3 jours à cause de la crise des opioïdes aux États-Unis, à cause des opioïdes prescrits aux États-Unis. Donc comment on en est arrivé là? En fait, j'ai résumé un petit peu deux faits. D'une part, l'ouverture de la boîte de Pandore, en fait, qui n'était pas une boîte, c'était une jarre. Cette jarre qui contenait toutes les malédictions du monde, notamment la mort, elle a été ouverte. Et cette boîte de Pandore, c'est la douleur chronique non cancéreuse. Pourquoi la douleur chronique non cancéreuse? Parce que quand on prescrit de la morphine à des patients avec des douleurs aiguës, on parle en semaines. À des patients avec des douleurs cancéreuses, on parle en mois. Mais si on parvient à la prescrire à des patients avec des douleurs chroniques non cancéreuses, on parle en mois, on parle en années, avec des augmentations de doses. Donc c'était un business extrêmement juteux qui s'est ouvert à Purdue Pharma et auquel ils ont profité. Ça, c'est la première chose. Donc l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est-à-dire la prescription de morphine dans la douleur chronique non cancéreuse. Et ce livre décrit très bien comment en fait, ils ont pu peser sur les réglementations, peser sur les sociétés savantes, sur les leaders d'opinion, de façon à promouvoir la prescription de morphine dans la douleur chronique non cancéreuse. Et pour ça, en fait, il fallait se passer d'un obstacle, c'était l'addiction. Et l'addiction, alors tenez-vous bien, c'est un petit article. Ils ont tordu le cou à l'addiction avec ce petit article qui fait 11 lignes, qui est paru en 1980 dans le New England, qui dit que finalement, il n'y a pas d'addiction. Et suite à cet article, qui est paru dans New England, il y a plus de 500 articles pour légitimer la prescription des opioïdes dans la douleur non cancéreuse, qui sont appuyés sur ce papier comme un papier princeps. Et ça, c'est un nouvel article dans le New England, qui démontre en fait comment le mécanisme, c'est presque le battement l'aile du papillon, c'est-à-dire comment un petit article anodin, à grand renfort en fait de stratégie commerciale, va permettre à toute une littérature de s'appuyer pour démontrer l'innocuité et le peu de risque d'addiction, le peu de risque d'addiction dans la morphine. Alors ça, c'est un autre article que je présente souvent parce que, en fait, il est symptomatique. Bon, c'est un papier qui montre, dans le JAMA, puisqu'on en parlait ce matin, la superposition du vote Trump et des morts par opioïdes prescrits. Bon, ça peut paraître bizarre, mais il y a des corrélations statistiques. Corrélation n'est pas causalité, on sait, mais bon, il y a quand même des liens assez forts et on voit que toute la Rust Belt, la ceinture de rouille des États-Unis, qui a voté massivement Trump, avec tous les gueules cassées de la mondialisation, ce sont ces patients, les petits blancs américains, du nord américain, qui en fait ont été les premières victimes de la morphine, alors que les hispanos et les noirs américains étaient plutôt victimes du crack. Et en fait, à partir de ça, on comprend bien ensuite les liens entre ces patients qui sont en fait, la pharmacopée du malaise social, la pharmacopée du vide existentiel, la pharmacopée du déclassement. En fait, tous ces patients qui ont été victimes en fait, de la mondialisation, ça a été les premières victimes de la morphine. Alors, dans le bouquin, Violaine faisait gentiment allusion, j'ai un chapitre un peu provocateur qui dit, bon, à propos justement des psychotropes, parce qu'on est quand même un des premiers pays consommateurs de psychotropes et d'antalgies au monde, lunettes roses pour gilets jaunes. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même les populations défavorisées qui sont quand même les plus sujettes, qui sont en situation de précarité à ces phénomènes d'addiction et de prescription d'opioïdes. Alors, au-delà de
bon, au-delà de... Ça pose la question en fait, de ce drame, hein, puisque bon, c'est 500 000, un cimetière de 500 000 tombes, hein, avec les tombes les plus connues de Michael Jackson, de Prince, hein, que vous connaissez, mais c'est quand même 500 000, plus que tous les morts de la guerre du Vietnam. On est en droit de se poser la question, dans la douleur chronique, notamment, j'ai pris l'exemple de la douleur neuropathique, parce qu'il fallait bien un exemple, quelle était en fait l'efficacité aujourd'hui des traitements médicamenteux, et notamment de la morphine. Donc ça, c'est un papier du Lancet qui reprend en fait le nombre de patients à traiter, on l'a un peu évoqué ce matin, pour qu'il y ait un seul patient qui soit soulagé, soit de 30, soit de 50% de ses douleurs. Donc on voit avec les tricycliques, anafranil, les IRS, la prégabaline, l'Lyrica, gabapentine, vous voyez les chiffres en fait, pour qu'il y ait un patient soulagé avec la gabapentine, c'est-à-dire le Neurontin, il faut distribuer les cachetons à 7 patients. Les patchs de Cutenza, là, 10. Bon, la toxine botulique sort un petit peu son épingle du jeu. Et puis, bon, ces molécules, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil là, depuis maintenant 30 ans. Hein, autant, on en parlait ce matin, la neuromodulation qui est drivée par l'accélération technologique que l'on connaît, Confère, ChatGPT, etc., hein, tout ce que vous avez dans votre poche, hein, le téléphone que vous avez comparé à celui que vous aviez il y a 30 ans, c'est incomparable. Dans l'antalgie chimique, en fait, depuis 30 ans, c'est le statu quo. Et ça, bon, le Lyrica, moi je sais qu'on l'a prescrit larga manu, hein, les médecins généralistes, mais également dans les centres de la douleur neuropathique égale Lyrica. Et là, c'est un papier du New England qui montre, en mars 2017, qu'entre le Lyrica et un placebo, dans la sciatique chronique et la sciatique aiguë, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'on observe, c'est dans les effets indésirables. Il y a beaucoup plus d'effets indésirables avec le non-placebo. Et là, ça mène une autre question. Finalement, on l'a encore abordé ce matin, ce qu'on évalue souvent, c'est le critère principal. Et le critère principal pour les médicaments, ça a quasiment toujours été le VA ou alors l'échelle numérique, hein, c'est-à-dire sur 2, sur 3, enfin, on arrive à faire baisser de 1 point, de 2 points sur l'échelle douloureuse. Mais ce que l'on a un peu scotomisé, c'est les effets indésirables. Et si on reprend le Lyrica, en fait, le Lyrica, il y a quand même une prise de poids qui est super importante. Donc le poids augmente, on prend du poids et en même temps, on perd de la libido. Des vertiges. Dans le papier de New England, le nombre de patients vertigineux il est assez important. L'impression de ne plus être soi, ça c'est quelque chose qui revient souvent en consultation. Les patients qui ne peuvent plus conduire quand ils sont sous antiépileptiques, sous morphiniques, avec le ralentissement cognitif, les difficultés de concentration et tout ça, ces patients qui vont rejoindre ce que les Américains appellent les NLF, Not in the Labor Force, c'est-à-dire que ces patients, à cause de leurs médicaments, ne peuvent pas conduire, ne peuvent pas travailler. Et on sait que le travail, c'est sans doute un des meilleurs vecteurs d'insertion sociale et aussi, c'est un antalgique le travail, parce que pendant que vous travaillez, pendant que vous faites vos activités sociales, professionnelles, bon, ben, vous pensez moins à la douleur. Et d'ailleurs, un des buts des médecins de la douleur, c'est essayer de remettre les gens au travail, parce qu'on sait, quand ils travaillent, ils pensent moins à la douleur. Donc le travail, c'est un facteur d'intégration sociale, c'est un facteur bien sûr d'autonomie financière, et c'est un facteur aussi de distracteur de la douleur. Alors moi, là, je me suis posé la question, et c'est un peu cette réflexion que je vous livre, pourquoi finalement une telle culture des médicaments quand on voit l'efficacité quand même assez faible de ces molécules. Alors, et je vais aborder chacun des points rapidement. Déjà, la commodité, l'accessibilité. On y a via les pharmacies, c'est assez facile. Le marketing, l'évidence base, et puis l'enseignement. Voilà. Alors l'enseignement, pourquoi l'enseignement? Parce qu'effectivement, quand on n'est pas formé à la douleur, notamment à la douleur chronique,
la douleur aiguë en fait, et la douleur chronique, c'est un continuum. En fait, pas du tout. Quand vous vous intéressez un peu à la douleur aiguë et à la douleur chronique, c'est pas du tout la même chose. Mais quand on n'a pas de formation, ben les réflexes qu'on a pour la douleur aiguë, on va les transposer à la douleur chronique, parce qu'on n'a pas été suffisamment formé, parce qu'on a juste une quarantaine d'heures de formation dans notre cursus, alors que la douleur, c'est le premier motif de consultation chez le médecin généraliste. Alors qu'on sait bien que finalement, la douleur chronique, c'est une question de terrain. Si vous avez une douleur aiguë qui survient chez un patient qui est bien dans ses baskets, qui a un boulot qui l'intéresse, et puis c'est toute la question biopsychosociale. Et inversement, si vous avez un traumatisme chez quelqu'un qui est préparateur de commandes chez Amazon, qui traverse des problèmes conjugaux, etc., ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Donc l'enseignement, avec tout cet aspect biopsychosocial qu'il apprend à nous développer, il est fondamental. Ensuite, c'est le dogme de l'evidence-based. L'evidence-based, c'est ce qui a amené de la science en médecine, et l'evidence-based, il n'est pas du tout question de la remettre en question. Mais parfois, en fait, il faut en voir les limites de l'evidence-based, parce que l'evidence-based, elle se prête très bien aux médicaments, parce que vous pouvez faire du randomisé en double aveugle, et à partir de là, vous êtes tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire que vous avez le maximum de niveau de preuve, et vous pouvez donner des recommandations avec certitude, parce que en fait, on a mis de côté l'effet placebo. Mais avec l'evidence-based, et c'est ce qui a fait en fait, moi je viens initialement de la psychiatrie. La psychiatrie, en quelques décennies, elle s'est totalement transformée. On est passé d'une psychiatrie, la psychiatrie française, à la psychiatrie biologique, sous l'impulsion de l'evidence-based, parce qu'avec l'evidence-based, on peut dégager des certitudes scientifiques. Mais faire du randomisé en double aveugle pour de la stimulation médulaire, bon, on commence à y arriver, mais c'est très difficile. L'article de JAMA montre toutes les limites de ce type d'exercice. L'evidence-based avec la musicothérapie, avec de la relaxation, avec de la DCC, c'est impossible. Donc, de facto, les médicaments qui peuvent avoir des niveaux de preuve de très haut niveau relèguent les autres modalités, notamment la chirurgie et les autres approches intégratives après. Et ça donne ça. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Bon, les patchs de lidocaïne, aujourd'hui, ça, c'est les recommandations. Elles sont très bien, les recommandations, elles sont scientifiques. On ne peut pas les contester. Mais sauf que les patchs de lidocaïne, aujourd'hui, si on regarde bien, c'est réservé uniquement aux douleurs post-zestériennes. Le TENS, bon, pour le prescrire, c'est beaucoup plus facile de prescrire de la morphine que du TENS. Il faut avoir le DU, il faut être dans un centre de la douleur, etc. La capsaïcine, c'est uniquement en hôpital de jour. C'est quand même limitant, sachant qu'il y a seulement 3% des Français qui arrivent à accéder au centre de la douleur. La toxine botulique, on l'utilise, mais l'AMM, pour l'instant, c'est uniquement dans la migraine. La RTMS, on en a parlé avec le professeur Le Faucheur ce matin, il n'y a pas de facturation, donc il n'y a pas de modèle économique. La stimulation médulaire et puis l'accès aux psychologues de la douleur, c'est que via les centres de la douleur qui sont totalement embolisés. Seulement 3%, je vous le rappelle, peuvent y accéder. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste finalement pour le médecin généraliste qui est confronté à un patient douloureux, pour qui finalement, qu'est-ce qu'il a? Il a son ordonnancier et il va pouvoir prescrire, on en revient au même, la prégabaline et puis aussi les morphiniques. Le tramadol, dont le dernier papier montre que finalement cette dichotomie opioïde faible, opioïde fort, elle n'a plus tellement lieu d'être. Il y a un pouvoir d'addiction du tramadol qui est comparable à celui de la morphine. Concernant la prégabaline, ça a été classé depuis février 2021, dans la même catégorie quasiment que les stupéfiants, avec tous les mésusages qu'on connaît. Donc vous voyez, un algorithme qui est scientifique, comment finalement, pour lequel je ne reproche rien, mais il y a quand même une part belle qui est quand même faite aujourd'hui aux médicaments. Donc je vous ai parlé de la science, je vais vite, l'accessibilité. Le médicament, il diffuse partout. 21 000 officines, 300 centres de la douleur. Donc c'est sûr que c'est plus facile de trouver en fait une boîte de médicaments qu'avoir accès à une prescription de TENS. Ensuite, la commodité.
c'est beaucoup plus simple pour le médecin. Ça lui prend 2 minutes de sortir son ordonnancier et demander une radiographie de rachis lombaire et puis une ordonnance de tramadol, plutôt que commencer à demander comment ça va le boulot, comment ça va avec votre époux, le petit, sa maladie chronique, ça en est où, tout ce qui fait le lit de la douleur chronique et sur ce sur quoi on doit s'interroger. Et si c'est facile pour le médecin, ça l'est aussi pour le patient. Parce que plutôt que remettre en cause son mode de vie, s'interroger sur son travail, faire plus de sport, descendre 2 arrêts plutôt en métro et faire le reste à pied, c'est plus facile d'absorber la petite pilule magique sans remettre en cause son mode de vie. Et puis enfin, et j'en finirai par là, le marketing, c'est-à-dire payer pour faire vendre les antalgiques, les psychotropes et les antibiotiques. C'est les 3 premiers médicaments vendus en France. C'est 34 milliards d'euros par an. Donc c'est une force de frappe colossale au niveau marketing, avec des budgets qui sont monstrueux, à tel point que souvent le budget marketing, il est le double du budget R&D dans les grandes boîtes pharmaceutiques. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? On a ça. Si aujourd'hui on veut accéder à l'activité physique adaptée, à la stimulation médulaire, à la TENS, à l'hypnose, à la relaxation, à la musicothérapie, à la radiofréquence pulsée, il faut passer par tous ces médicaments dont on voit d'une part les limites en termes d'efficacité et également en termes d'effets indésirables versus les effets désirables de la musicothérapie, de l'activité physique adaptée, de la méditation, etc., qui sont accessibles la plupart du temps uniquement dans les centres de la douleur chronique, qui sont aujourd'hui totalement saturés. Voilà, j'espère avoir tenu les temps.